Nous arrivons à la session 2, maladie cardiovasculaire, première cause de mortalité en Algérie. Avant d'appeler le panel constitué pour la circonstance, je vous rappelle le QR code qu'on voit s'afficher sur l'écran afin que vous puissiez le scanner et poser vos questions par la suite. La session qui aborde les facteurs de risque, les stratégies de prévention, les dernières avancées thérapeutiques face aux maladies cardiovasculaires de manière générale. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Jamaldine Nibouche, le docteur Abdelkrim Touharia, le docteur Naïma Bey Moulay Mesdoua. Je vous en prie, messieurs, dames, veuillez vous installer. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous en prie, professeur, docteur Touharia et docteur Naïma Moulay Mesdoua. Abdelzak Bouhamra, le directeur général de l'INSP, est censé être avec nous. Il est toujours retenu pour réunion au ministère de la Santé. En principe, il ne va pas tarder à nous rejoindre. Alors, professeur Nibouche, cardiologue, Abdelkrim Touharia, pharmacien, et Naïma Bey Moulay Mesdoua, médecin nutritionniste. Nous allons essayer d'aborder grosso modo aujourd'hui ces maladies cardiovasculaires qui malheureusement sont considérées la première cause de mortalité dans notre pays. J'aimerais commencer d'abord par vous poser la question des facteurs de risque aujourd'hui qui contribuent malheureusement à ce triste constat dans notre pays, l'Algérie, dans le contexte algérien. Qu'avez-vous, on va dire, à dire là-dessus pour commencer en attendant les questions du public? Professeur Nibouche, je sais que vous avez le lourd, on va dire, sur ce dossier et que vous avez beaucoup de choses à dire. Je vous en prie, j'aimerais bien vous donner la parole en premier. Merci, Monsieur Lahari, de votre bien aimable invitation. Et je suis vraiment aujourd'hui très content d'être avec mes amis qui constituent le panel, avec donc très probablement une discussion très riche, car le thème est extrêmement important. Il est lié évidemment au décès cardiovasculaires en Algérie, dans le monde. Il y a des différences qu'on verra. Pourquoi le cœur tue? Pourquoi d'abord le cœur tue d'abord? Le cœur tue parce qu'il y a des maladies malheureusement graves, des maladies moins graves qu'on arrive à stabiliser, qu'on arrive à traiter et même à guérir. Il y a d'autres maladies évidemment évolutives qu'on n'arrive pas à maîtriser, non seulement en Algérie, mais dans le monde. Vous m'avez posé la question sur le risque de mourir ou le risque d'être atteint d'une maladie du cœur. C'est différent. Le risque d'être atteint d'une maladie du cœur étant les facteurs de risque cardiovasculaire, et le risque de mourir, le risque de la mortalité, c'est-à-dire lorsqu'on a une maladie du cœur, parce qu'on a un risque important de mourir et surtout de faire une mort subite. C'est ça justement le drame et la particularité des maladies cardiovasculaires. Le risque d'avoir une maladie du cœur, il y est d'abord évidemment à la génétique. Il est lié à la génétique, on a les gènes de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-parents, et on peut aller plus loin. Et on vit avec ces gènes. Les gènes des parents va déterminer d'abord les maladies génétiques cardiaques, comme les cardiomyopathies, notamment hypertrophiques, mais aussi les maladies liées à l'obstruction coronarienne. L'obstruction coronarienne étant la maladie phare, la plus importante, des plus fréquentes, et qui tue, qui peut donner une mort subite, comme les cardiomyopathies hypertrophiques. Ce facteur donc héréditaire est très important à évaluer, mais malheureusement, il n'est pas connu du public.
Nous avons plein de familles de coronariens. La particularité du facteur génétique, c'est que la maladie se déclare à un âge jeune. Et deuxième particularité, c'est qu'elle évolue rapidement. Et troisième particularité, c'est qu'elle est grave. Il y a un facteur de gravité qui est lié à l'étendue des lésions, qui est lié à la sévérité des lésions. Donc ce facteur est méconnu, et même méconnu quelquefois des médecins, on ne le recherche pas. Pourquoi le rechercher? C'est parce que dépister des maladies où il faut faire le plus attention pour qu'il n'y ait pas, et vous avez parlé de mortalité, pour diminuer la mortalité. Deuxième facteur que je classe, moi, bien avant les autres, c'est l'âge. C'est le vieillissement des artères. Les artères vieillissent, c'est inéluctable, on n'y peut rien. C'est l'évolution naturelle de l'être humain, de l'être vivant, j'allais dire. Et puis, bon, on meurt, il faut bien mourir de quelque chose. On peut mourir donc du cœur à un âge avancé. Mais plus on avance dans l'âge, et plus nos artères vieillissent. Et puis elles deviennent plus rigides, et elles sont plus exposées à s'effriter dans la lumière et à provoquer le thrombus. On aura donc l'athérothrombose. L'âge est important. Troisième facteur de risque, c'est bien entendu ces facteurs, je dirais, métaboliques. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. C'est à la mode maintenant. C'est tellement à la mode qu'un nouveau risque est apparu, c'est le risque cardio-métabolique. En dehors du syndrome métabolique qu'on connaît déjà, qu'on a bien identifié, qu'on a bien typé, et dont on connaît très bien le pronostic. Mais là, le facteur métabolique est extrêmement maintenant important, et on voit très bien qu'on s'occupe plus de l'obésité, parce qu'il y a derrière beaucoup de médicaments. Les laboratoires sont là, évidemment, pour stimuler la discussion sur des thèmes qu'on connaît déjà, mais qu'on a peut-être un peu oubliés. L'obésité revient très fort, parce qu'il y a des médicaments maintenant qui traitent l'obésité. Il y a le diabète. Le diabète est toujours au devant de la scène, parce qu'il y a beaucoup de médicaments maintenant qui traitent le diabète. On s'occupe beaucoup de ce côté-là. Les dyslipidémies vont avec, et c'est la même chose. Donc, ces trois phénomènes métaboliques Très bien. vont donner évidemment un risque supplémentaire. Alors, ce qui est important, je vais aller très vite pour ne pas trop monopoliser. Donc, les facteurs de risque, en fait, sont liés, ils sont multipliants. Ils ne sont pas additionnants. Donc, il ne faut pas dire j'ai fumé, qui est un facteur de risque. Je n'ai pas cité tous les facteurs de risque, il y en a plus de 300. J'ai fumé pendant 40 ans un paquet. Oui, c'est un facteur de risque qu'on évalue. Mais il est lié, premièrement, à l'âge, il est lié au diabète, il est lié à l'obésité, il est lié à tous ces facteurs, et on évalue ce qu'on appelle l'évaluation globale du risque cardiovasculaire. Donc c'est une évaluation globale et non pas risque par facteur par facteur. Parfait. Voilà, c'était en guise d'introduction. Je vous ai laissé un peu vous étaler parce que c'est très important un peu de situer les choses dans leur contexte. Docteur Touharia, vous qui êtes pharmacien, vous voyez certainement au niveau de votre officine des cas se multiplier davantage. Après des années d'expérience, je présume que vous abondez un peu dans le même constat que le professeur Nibouche. Merci Ahmed, merci d'abord de l'invitation. Effectivement, professeur Nibouche a résumé un petit peu la problématique des maladies cardiovasculaires, à savoir a cité les facteurs de risque les plus importants. Effectivement, c'est des facteurs de risque, deux types de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque modifiables et non modifiables. Donc les facteurs de risque modifiables, où nous, au niveau de la pharmacie, on peut intervenir, on peut suivre et accompagner le patient pour
limiter ces facteurs de risque. Il faut savoir que le métier du pharmacien aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué et sachant que les maladies cardiovasculaires est une problématique de santé majeure. Et donc, l'évolution de notre métier fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de relever ce défi, à savoir accompagner ces malades chroniques, c'est des malades chroniques bien évidemment, pour éviter l'évolution de ces facteurs de risque, à savoir les facteurs de risque modifiables qui sont donc l'obésité, les a cités professeur Nebouche, le diabète, l'hypercholestérolémie, le tabagisme. Donc nous, le rôle du pharmacien aujourd'hui, c'est surtout d'accompagner les patients pour le sévrage tabagique, d'accompagner les patients sur la réduction du poids, que ce soit avec les conseils pratiques, la pratique de l'éducation physique adaptée, bien évidemment, mais aussi, comme il l'avait dit tout à l'heure, le professeur Nebouche, il y a des médicaments aussi pour la réduction des poids. Repérer aussi, c'est toujours notre rôle, en fait, c'est un peu l'éducation thérapeutique et le suivi des patients qu'on est en train de faire au niveau de la pharmacie aujourd'hui, c'est repérer aussi les sujets à risque. Voilà, donc voilà en quoi consiste un petit peu, et surtout aussi accompagner les patients qui sont sous traitement, notamment le traitement de l'HTA, le traitement du diabète et le traitement des dyslipidémies. Ça, c'est aussi notre rôle, donc éviter d'abord, parce qu'il faut savoir que les maladies cardiovasculaires, c'est une pathologie où on a vraiment le plus grand nombre de médicaments possible, contrairement à l'asthme, au diabète. Donc il y a énormément de médicaments. Aujourd'hui, dans nos officines, il y a beaucoup de génériques. Je peux le dire aujourd'hui que les pathologies cardiovasculaires sont traitées à 90% par des génériques, des médicaments génériques. Et donc il faut que le pharmacien, son rôle essentiel, c'est d'éviter la iatrogénie, parce que c'est des choses qui arrivent beaucoup. Et il faut éviter aussi il faut prendre en charge les effets secondaires et expliquer aux malades aussi, et expliquer aux malades en quoi consiste leur traitement. C'est très important pour l'observance thérapeutique, parce qu'aujourd'hui, problème majeur dans le traitement des maladies cardiovasculaires, c'est l'observance. Quand un patient ne connaît pas exactement l'importance de son traitement, à quoi ils servent ces médicaments, sachez bien que nous avons beaucoup de chances d'avoir un patient non observé. Très bien. Nous avons également une nutritionniste avec nous, et c'est pas pour rien, pour la simple raison qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des habitudes alimentaires un peu spécifiques à notre culture, qui parfois aggravent la situation. Donc la question est simple, quel rôle joue aujourd'hui l'alimentation dans la prévention de ces maladies cardiovasculaires? Docteur Naïma Bey Moulay Mesdoua. Merci Ahmed, honorable assistance, merci d'être venu. Alors là, je viens pour vous parler de l'importance de la nutrition un peu pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi lutter contre les facteurs de risque dont le professeur Nebouche a cité quelques-uns. Et surtout là, on connaît l'obésité, la dyslipidémie, diminuer un peu le diabète, les chiffres tensionnels. Et cela, c'est via l'alimentation, la bonne nutrition surtout. Vu qu'on est en Afrique, c'est l'alimentation elle est méditerranéenne, donc le meilleur régime alimentaire est essentiellement méditerranéen, riche en fruits et légumes et surtout aussi riche en fibres. Ces fibres-là progressent l'absorption des matières grasses et de là la perte de poids et aussi lutter contre l'obésité. Il faut savoir que par rapport à l'obésité et le diabète, il y a les artériopathies diabétiques, il y a les atteintes vasculaires
vers l'aggravation des chiffres tensionnels et de cela aller vers les problèmes cardiaques et les arrêts cardiaques un peu fortuits. Donc on lutte contre ça, on diminue un peu ces chiffres par le rééquilibrage, la diminution des chiffres tensionnels par la diminution de la consommation de sel, de sodium, notamment l'OMS a chiffré la quantité journalière à 2400 mg jour de sodium équivaut 4 grammes de NaCl. Donc là, il faut savoir quantifier le NaCl dans le sel de table ou bien dans les aliments riches en sodium. Il ne faut pas oublier aussi l'eau minérale qu'on consomme parce que l'eau minérale aussi est riche en sodium. Il faut lutter aussi contre l'obésité, le surpoids, le poids par diminution de consommation de sucre, par la perte de poids. Il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi l'activité physique, il y a la dépense énergétique et brûler des calories qui va vers aussi la perte de poids et aussi diminuer le taux du gras. Avoir des chiffres optimums d'LDL et d'HDL pour lutter contre les plaques d'athérome qui peuvent aussi boucler et boucher ces vaisseaux et qui vont vers des accidents vasculaires, que ce soit cardiaques ou cérébraux. Donc, tout ça, tout ce travail va vers un peu la diminution des facteurs de risque et de là contribuer aussi au traitement du patient avec le traitement médicamenteux que proposent les pharmaciens et la thérapeutique que proposent nos maîtres cardio. Parfait. Alors, les spécialistes aujourd'hui insistent énormément sur la question du diagnostic précoce. Est-ce qu'en Algérie, nous disposons de défis spécifiques, justement, afin de rendre ce diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires en Algérie extrêmement utile? Quels sont nos défis pour qu'on puisse en bénéficier? Professeur Nibouche. Très bonne question. La précocité du diagnostic est fondamentale, non pas en cardiologie, dans les maladies cardiovasculaires, mais aussi dans toutes les maladies, le cancer, toutes les maladies graves. Dépister tôt, trouver tôt la maladie, c'est lui donner plus de chances aux patients de guérir. Le problème qui se pose, c'est que les maladies, la grande majorité des maladies, sont asymptomatiques. On ne sent rien et on ne voit pas la maladie. La seule maladie qu'on peut voir qui est asymptomatique, c'est la maladie de la peau. On a une petit bobo de la peau qui nous embête, on le voit, le diagnostic étant le plus précoce. Tout ce qu'on peut voir tout de suite sur la surface du corps est facilement décelable et traité précocement. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, malheureusement, n'est pas vu précocement, donc n'est pas diagnostiqué tôt. Alors comment le faire? C'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons tous les moyens. Nous avons eu donc, un excellent radiologue, M. Mahmoudi, qui vient donc de présenter une communication, j'allais dire donc de pointe. Et le dépistage doit être institutionnalisé et surtout bien codifié. Ce n'est pas un dépistage anarchique. On peut parler plusieurs heures sur ça, mais je vais résumer en 3 minutes. Le dépistage de masse dans certaines maladies qui n'a pas donné de bons résultats a été abandonné dans certaines maladies. En ce qui me concerne, concernant donc les maladies cardiovasculaires, il y a actuellement dans le monde ce qu'on appelle des centres de dépistage de l'athérosclérose, qui n'existent pas en Algérie. Maintenant, j'ai beaucoup lutté pour que ce type de centre puisse donc être présent en Algérie. Pourquoi? Parce que à partir d'un certain âge, qui est l'âge de 40 ans, il faut aller donc faire un bilan cardiovasculaire complet. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on recherchera? On recherchera des maladies des artères cervicales,
pour éviter évidemment une maladie qui est une des complications les plus graves des maladies cardiaques et l'accident vasculaire cérébral, d'aller voir au niveau du cœur si nous avons un trouble du rythme qu'on va dépister, qui est la fibrillation auriculaire, et qui est dans 25% des cas responsables d'accidents vasculaires cérébraux mortels. Nous allons rechercher une maladie du muscle, nous allons rechercher une maladie des artères coronaires, maladie artérielle périphérique, etc., etc., etc. Nous allons dépister l'hypertension artérielle et nous allons faire un bilan métabolique. Pourquoi ? Parce qu'il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Nous avons parlé du risque cardiovasculaire. Nous allons de façon globale dire aux patients, écoutez, dans les 10 années qui viennent, vous avez un risque qui est évalué à 30%. Pourquoi ? Parce que nous l'avons calculé, parce que c'est un calcul à faire, sur ce que nous avons trouvé comme investigation chez vous. Donc, comme disait ma collègue nutritionniste tout à l'heure, et comme disait mon ami pharmacien tout à l'heure, il y a des facteurs modifiables qu'on peut traiter. Alors, si on a découvert l'hypertension, on va la traiter précocement, à l'âge de 40 ans, au lieu de la traiter au stade de complication ou à la suite d'un dépistage tardif, à 60 ans, 70 ans, elle aura déjà fait des dégâts et le risque sera, bien sûr, plus important. Nous allons traiter un diabète ou un prédiabète surtout, avant que le diabète ne se déclenche. Nous allons corriger, je dis bien corriger, l'obésité. Nous allons travailler pour que le risque diminue. À ce moment-là, quand on diminue un risque cardiovasculaire chez un patient de 40 ans, on aura gagné, monsieur El-Hari, des années et des années. Gagner des années et des années, c'est de diminuer la mortalité cardiovasculaire, c'est d'allonger l'espérance de vie, c'est aussi sur le plan économique, c'est d'aider l'État, évidemment, à mieux gérer ses sous pour traiter les malades. Donc voilà à peu près en ce qui concerne le dépistage. Le dépistage, oui. Le dépistage doit être organisé, doit être ciblé et doit être évidemment efficace. Ça se fait dans tous les pays du monde. Nous avons très probablement, M. Lahli, parlé de la mortalité. Je vous dirai les résultats tout à l'heure dans les pays développés en matière de dépistage précoce, mais aussi sur d'autres actions sur la maladie, comme on a pu diminuer la mortalité. D'accord, très bien. Il y a une question bien sûr de présents ici dans la salle. Je vous rappelle le QR code que vous pouvez scanner afin de pouvoir poser vos questions via l'application Hospitalia. Quel rôle jouent les déterminants sociaux, entre parenthèses, le stress et l'environnement dans les maladies cardiovasculaires, spécifiquement en Algérie? C'est ouvert pour le débat. Hein. Allez-y. Si mes amis Si on parle du stress, on parlera aussi du stress oxydatif. Et notre ami pharmacien va être content parce que c'est là où on va vendre le plus de médicaments anti-stress et aussi vitamines et tout. Donc, lorsqu'on lutte contre le stress oxydatif, là, on va booster le métabolisme. Là, on va s'éloigner un peu de la vasoconstriction qui, elle aussi, fait déclencher des chiffres tensionnels élevés, des hypertensions artérielles et voire aussi des problèmes cardiaques. Donc là, si on lutte contre le stress par l'introduction de vitamines telles que le magnésium qui va apaiser et alléger la personne et la calmer. Donc là, on va voir les chiffres un peu se baisser et s'éloigner un peu de certains problèmes de santé. Effectivement, le professeur Nibouche tout à l'heure avait parlé de milliers de facteurs de risque, entre autres le stress. Il n'a pas tout cité, bien évidemment. Exact. Donc le stress fait partie effectivement des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Mais aujourd'hui, bon,
je parle en tant que pharmacien, nous recevons au niveau de l'officine beaucoup de citoyens qui demandent quelque chose parce qu'il est stressé, parce qu'il est agité, parce qu'il dort mal, parce qu'il y avait différents types de demandes par rapport à son bien-être, au bien-être du citoyen. Comme l'a dit notre amie, la nutritionniste, effectivement, nous, dans un premier temps, nous essayons d'apporter assistance ou aide à ces citoyens qui demandent leur bien-être. Donc, en conseillant, effectivement, soit des produits de phytothérapie, des compléments alimentaires et d'autres produits conseils pour anti-stress. Voilà. Je rajouterai peut-être quelques éléments importants pour notamment vous donner l'explication pourquoi le stress, d'abord il faut le définir. Ce sont des situations, généralement, il y a deux types de stress. Le stress aigu ou le stress chronique. Il y a des personnes qui sont stressées de façon chronique parce qu'ils ont un problème et qui n'arrivent pas à le résoudre. Ils sont donc tout le temps dans une situation de tension psychique qui est inéluctablement néfaste pour le cœur. Il y a le stress aigu quand on est donc dans une situation où on est soumis à une obligation importante de parler devant un public, par exemple. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, surtout pour vous, professeur, vous êtes un habitué. Alors, que se passe-t-il dans l'organisme? L'organisme, un état d'alerte, ce qu'on appelle l'état d'alerte. Et l'alerte, c'est un mécanisme de réponse, un mécanisme de défense. Alors d'abord, fréquence cardiaque s'élève. On sait très bien que lorsque la fréquence cardiaque s'élève, dépasse 70 par minute, c'est mauvais pour le cœur. Il va fonctionner plus, il va donc être trop stimulé, c'est pas bien. C'est pas bien pour les coronaires aussi. Deuxième élément important, c'est le spasme, des phénomènes spastiques qui se font au niveau des vaisseaux et qui peuvent provoquer évidemment une rupture de plaque et entraîner un infarctus du myocarde, par exemple. C'est l'élévation subite de la pression artérielle. Alors là, on n'est pas hypertendu. Alors, stressé, on élève sa pression. Donc si on prend la pression artérielle, parce qu'on est stressé, parce qu'on s'est mis en colère, on dit, on m'a énervé, ma tension s'est élevée. Mais c'est normal. C'est normal que la pression artérielle s'élève à la suite d'un stress. C'est une réaction de défense normale. J'ai dit qu'il y avait des spasmes, j'ai dit qu'il y avait une augmentation de fréquence cardiaque, il y a une augmentation de la contractilité du myocarde, il y a plein de choses. Alors, quand on se calme, tout rentre dans l'ordre. Alors, pourquoi cette élévation subite de la pression artérielle n'est pas bonne? Parce que ce qui donne les complications aiguës de l'hypertension, c'est l'instabilité tensionnelle. C'est d'être à un niveau normal et d'avoir une augmentation subite de la pression artérielle. Ou bien l'inverse, c'est d'avoir un niveau élevé et subitement la pression chute. Donc ce sont ces deux situations qui sont les plus graves, les plus néfastes, qui entraînent des événements cardiovasculaires. Il vaut mieux avoir une pression artérielle haute, toujours élevée. On s'habitue à ça. Ça va donner des répercussions chroniques sur l'organisme que d'avoir ces fluctuations d'augmentation et de diminution de la pression artérielle qui proviennent le plus souvent de situations stressantes. Et on explique bien maintenant que le stress peut provoquer, évidemment, des maladies cardiovasculaires, peut provoquer le cancer aussi, peut provoquer beaucoup de choses, monsieur Lahari. Et voilà, donc j'ai donné quelques explications très rapides. On pourrait parler du stress chronique, on pourrait parler de beaucoup de choses, du stress oxydatif dont a parlé mon ami. Et voilà. Parfait. Donc on a bien compris, l'idéal c'est d'éviter d'être stressé, l'hygiène alimentaire de manière générale, l'hygiène de vie bien sûr, avec la lutte contre la sédentarité, l'activité physique. Pour le stress, c'est le yoga. D'accord. Oui, parce que vous faites baisser
Le micro, professeur, le micro. Là, je profite de cette question pour donner une information importante pour le cœur, l'un des sports qui ne fait pas appel à l'activité physique. Pour certains, l'activité physique est contre-indiquée. C'est le yoga, c'est la méditation transcendantale, c'est ces situations de méditation et qui font que la fréquence cardiaque diminue de beaucoup et on arrive à stabiliser la fréquence cardiaque et on arrive à se déstresser et on arrive à lutter contre le stress chronique. Il n'y a pas de médicament contre le stress. On peut donner des bêta-bloquants pour diminuer la fréquence, mais c'est justement ces méthodes-là qui n'existent pas malheureusement en Algérie et qui existent beaucoup dans le monde, et des médecins généralistes peuvent se spécialiser dans ce domaine, et nous rendent énormément de services parce que c'est bon pour la santé d'un malade cardiaque. Parfait, merci pour cette parenthèse. Donc on disait l'hygiène de vie de manière générale, avec la lutte contre la sédentarité, l'activité physique de manière générale et surtout l'hygiène alimentaire. Maintenant, pour les personnes qui sont malheureusement atteintes de ces maladies cardiovasculaires, on pense surtout à l'HTA, l'hypertension artérielle entre autres. Les avancées thérapeutiques existent de par le monde. Qu'en est-il au juste de l'Algérie? Comment, j'ai envie de dire, ces traitements, comment ils sont intégrés dans un pays comme le nôtre en suivant toutes les évolutions thérapeutiques dans ce domaine? Allez-y, professeur, puisque vous avez la parole. Merci, monsieur Larry. Vous savez, il y a d'énormes progrès thérapeutiques qui se font actuellement dans le monde, pratiquement sur toutes les maladies. On arrive maintenant à avoir des traitements miracles, je dis bien, des traitements miracles comme l'immunothérapie ou autres, dans beaucoup de la biothérapie. Traitement de l'hypertension, vous avez cité le traitement de l'hypertension, c'est un bon exemple. Tous les médicaments actuellement que vous trouvez sur le marché en Algérie ou dans le monde sont de vieux médicaments. L'hypertension artérielle est une maladie qui ne se traite pas. On ne guérit pas de l'hypertension artérielle. On prend des médicaments qui ne font que baisser les chiffres tensionnels. Vous arrêtez le traitement, vous reprenez vos chiffres tensionnels d'avant. Donc, ce n'est pas un échec thérapeutique, mais nous sommes donc dans une situation où on doit encore progresser pour avoir des médicaments plus efficaces. Alors là, je vous donne donc une bonne nouvelle, c'est que dans un avenir très proche, nous allons avoir des médicaments par voie sous-cutanée, comme pour le cholestérol, les anti-PCS, K9. Pour l'hypertension, on va se faire une injection sous-cutanée et on traitera son hypertension artérielle uniquement par ce médicament et on se fera une injection une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois sans prendre de médicaments par voie orale et on réglera le problème de l'adhésion ou de l'adhérence thérapeutique dont a parlé mon ami. Donc voilà, donc je prends l'exemple de l'HTA. L'hypertension. Maintenant, sur le plan des maladies qui tuent beaucoup, la maladie qui tue beaucoup, c'est le coronaire. C'est la maladie coronarienne. C'est les petits vaisseaux qui irriguent le cœur en diastole. Bon, on a beaucoup avancé en traitant ces maladies, en ouvrant l'artère quand elle si on ne fait pas de prévention, bon, malheureusement, on a un infarctus, on ouvre l'artère très rapidement. Une affaire donc de temps, plus on avance dans le temps, plus on détruit son myocarde. On ouvre l'artère, on peut l'ouvrir par un médicament, on peut l'ouvrir maintenant par une méthode interventionnelle, par une sonde qu'on introduit et qu'on va au niveau de l'artère et on va donc enlever ce caillot et on va ouvrir l'artère et on met un stent, un ressort pour maintenir l'artère ouverte. Ça, ce sont des méthodes qui deviennent maintenant un peu anciennes. Maintenant, c'est chose courante qu'on voit dans tous les pays du monde. Mais on a beaucoup progressé dans
la technique, l'efficacité, la méthode reste la même. Mais, il y a un grand mais, c'est que vous m'avez posé une question en Algérie et dans le monde. Que voulez-vous que je vous dise? Je vais faire un peu de politique. Je n'aime pas faire de politique, mais en tant que scientifique, je vais vous répondre uniquement une réponse scientifique, purement scientifique. Les pays développés ont plus de moyens que nous parce qu'ils ont une histoire scientifique derrière eux. Ils ont évolué avec le temps. Il faut évoluer. Pas du jour au lendemain, on va devenir efficace. C'est pas du jour au lendemain, on va tout connaître. Alors là, il y a bien sûr une politique de santé, etc. En Algérie, que s'est-il passé sur le plan cardiovasculaire? Je prends l'exemple de l'infarctus. Depuis 1962 jusqu'à maintenant, on traite l'infarctus maintenant comme dans les pays développés, mais pas de la même efficacité, parce que nous avons des insuffisances. Nous avons beaucoup progressé, certes, mais nous avons encore des insuffisances liées au transport médicalisé. Je parle du SAMU. Je parle de, tout de suite, l'action rapide, puisque c'est une affaire de temps. J'ai mal maintenant à la poitrine. Je prends mon mobile, j'appelle mon médecin traitant. J'ai mal à la poitrine. Le médecin traitant de famille me prend en charge. Je n'ai pas à aller dans une voiture du parking où on m'amène à l'hôpital Parnay parce que j'ai mal à la poitrine. Quelquefois, je me retrouve à Bettaria, dans un service, dans un pavillon des urgences, qui ne fait pas de la cardio, etc., etc. Donc cette organisation, il faut qu'on la fasse pour diminuer la mortalité, puisqu'on parle de mortalité. Et je vais vous parler pourquoi la mortalité a diminué dans les pays développés. Donc il faudrait que cette phase préhospitalière existe. Elle n'existe pas. Tant qu'on n'aura pas un médecin de famille ou un médecin de proximité qu'on connaît, un médecin référent, c'est le médecin de famille, le médecin référent, tant qu'on n'a pas cet accès rapide, immédiat, parce que c'est le médecin de famille qui fait tout pour toute la famille, que ce soit les enfants ou les adultes. Tant qu'on n'a pas ce lien, eh bien, on ne pourra pas traiter ces maladies aiguës, graves et ces urgences. Parce qu'il y a un chaînon qu'il faut respecter. La chaîne est brisée dès le départ. Et quand la chaîne se brise dès le départ, ben, il n'y a pas de résultat après. Ça se bloque. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait en Algérie? Ce sont les malades qui arrivent à l'hôpital. Ils arrivent eux-mêmes, dans des voitures. Quelquefois, c'est les sapeurs-pompiers qui ramènent les malades. Ils nous aident énormément. Mais ce n'est pas la même chose. Dans les pays développés, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, ils faisaient la thrombolyse, l'ouverture de l'artère dans l'ambulance, ou à l'arrivée sur place. Déjà dans l'ambulance, l'artère est ouverte, pour gagner du temps. Maintenant, cette méthode est abandonnée. Est archaïque. Non, on ouvre avec les sondes. Et ouvrir avec les sondes, vous avez le SAMU qui arrive. Allô, oui, je suis à 10 minutes de Parnay, parce qu'il faut, nous avons à peu près 120 minutes pour agir. Allô, oui. Tout de suite, j'ai un infarctus, puis j'ai fait l'électrocardiogramme. Allô, Parnay, oui. Alors, réservez tout de suite une place pour monsieur. Il va venir immédiatement et ouvrez la salle de cathé. On va faire l'angioplastie primaire tout de suite. Le malade arrive, tout de suite, il est dans la salle de... Tout de suite, le malade est hospitalisé. L'angioplastie est faite à son arrivée immédiatement. Et ça, une organisation de soins efficace. Maintenant, ici, le malade arrive. Il est dans un pavillon des urgences, on lui fait un électro quand il existe, quand il n'existe pas, on attend. Donc, il arrive quelquefois chez le privé, il lui fait l'électro. Du privé, il faut qu'il aille à l'hôpital, etc. Et on perd beaucoup de temps, et ce qui fait qu'on traite le malade un peu tardivement dans les pays, dans les centres, dans les villes, dans les grandes villes. D'accord. Je ne parle pas des centres à l'intérieur du pays. Donc il y a une problématique. Il faut que les salles de cathétérisme soient plus nombreuses.
Il faut aussi, et j'insiste encore une fois, je fais de la politique malgré moi aujourd'hui, M. Mahdi, mais positive, hein, pas négative. Je dis toujours, il faut aussi impliquer le privé. Le privé existe. Le privé est là. Il participe à la santé du pays. Autant l'impliquer. Pourquoi voulez-vous le marginaliser? Surtout s'il peut apporter un plus. Mais un plus très positif dans les urgences. Moi, je vais dans une clinique privée, on me fait une angioplastie primaire, et la CNAS me paye cet acte. Très bien. En le codifiant, par exemple. Il faut que le privé. Parce que pourquoi maintenant? Maintenant, les gens vont vers le privé quand il y a une urgence de ce type. Tout à fait. On n'a pas les pourcentages. Hein. Ils se font traiter dans le privé. Mais ils payent de leur poche. Il faut avoir de l'argent. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui sont très importants dans l'urgence cardiologique pour faire baisser la mortalité. Vous voulez que je parle de la mortalité? Vous voulez que je parle de la mortalité? On est un peu vraiment pressé par le temps, donc en 1 minute, si vous permettez, comme ça. Alors, la mortalité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, la mortalité cardiovasculaire. Dans les pays développés, tous les pays développés, européens ou autres, avant, la mortalité cardiovasculaire était au sommet. À peu près entre 30%, 40% de mortalité. Maintenant, la mortalité, et le premier taux de mortalité, c'est le cancer. La mortalité cardiovasculaire est en train de chuter de façon très importante. Pourquoi? Parce que la prévention, le dépistage de l'athérosclérose dont j'ai parlé tout à l'heure et toutes les maladies cardiovasculaires qu'on dépiste très tôt, qu'on traite très tôt, on diminue de beaucoup la mortalité. La prévention, qui est très importante, on lutte contre le tabagisme, on lutte contre l'obésité, on lutte contre ceci, tout ça, tous ces facteurs de risque qu'on a cités. Et troisièmement, quand le malade vient, il a plus de chances de s'en sortir dans un pays développé qu'en Algérie. Ben oui, et s'il a un infarctus, il a plus de chances. Et l'infarctus est mieux traité dans les pays développés parce qu'ils ont une organisation de soins nettement beaucoup plus efficace. Et c'est cette mortalité-là qui est la plus importante et qui a diminué de façon drastique. D'accord. Maintenant, on ne meurt pratiquement pas d'un infarctus dans les pays développés. Et c'est l'idéal. On meurt, mais pas comme avant. Très bien. Docteur Touharia, pour finir, si vous avez éventuellement 1 ou 2 éléments à rajouter à propos de cette thématique. Pratiquement tout a été résumé par professeur Nebouche. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est en tant que pharmacien, notre rôle principal, c'est d'agir sur la prévention, notamment la prévention primaire. Donc c'est ces facteurs de risque-là, d'obésité, tabagisme, alcool, etc. Et la prévention secondaire, c'est le suivi des patients par rapport à leur panoplie de traitement contre l'HTA, contre le diabète et contre les dyslipidémies. D'accord. Et docteur Moulay Mesdoua, le volet nutrition qui a toute son importance quand on parle de maladies cardiovasculaires. Bien sûr, là, si on lutte contre les facteurs de risque, c'est qu'on va diminuer un peu l'évolution de ces maladies dégénératives. Mais je citerai aussi le rôle du médecin généraliste, parce que moi-même, je suis médecin généraliste et j'ai fait l'hôpital et j'ai fait le privé. Et là, je rejoins le professeur Nebouche par rapport à la formation continue, par rapport à l'importance d'intégrer les généralistes dans le dépistage des maladies cardiovasculaires à partir de 40 ans, pourquoi pas un peu plus. Hein. Donc là, prendre les chiffres tensionnels, prendre son temps à poser toutes les questions, de faire un bon interrogatoire à ce patient par rapport à son hygiène de vie, par rapport à son hygiène alimentaire, et là, checker, avoir des chiffres. Et si on bug, on passe vers le spécialiste et demander de travailler en équipe entre généralistes, spécialistes et pharmaciens pour l'intérêt du patient et aussi pour alléger la facture, hein, parce que là, le ministère de la Santé, la volonté de l'État, elle est là, notre volonté, elle est là. Donc, luttons tous pour le bien-être de nos patients, de nos Algériens. Hein. Après le reste... Merci beaucoup, docteur, professeur. Merci à vous. Applaudissements, s'il vous plaît, pour cette seconde session maladie cardiovasculaire.